Nous regardons la caméra, Grégoire Bors et moi-même, en imaginant que vous êtes très nombreux derrière, chez vous, dans vos écoles. Donc enseignants, nous a-t-on dit, de maternelle, primaire et collège. On va vous dire quelques mots de nos recherches sur le cerveau, ici à la Sorbonne, au LabCIDE, laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, et de notre partenariat avec Nathan et Léa.fr. D'abord, vous savez peut-être que, par exemple, Grégoire et moi, vous trouverez nos photos à l'arrière en souvenir, avons écrit ce manuel qui s'appelle « Le cerveau et les apprentissages », qui traite des découvertes très très récentes sur le cerveau humain liées à lire, écrire, compter, raisonner, c'est-à-dire penser, et aussi respecter autrui. Et pour toutes ces compétences, acquisitions qui sont au cœur du programme scolaire, on a aujourd'hui des découvertes très fines sur la façon dont le cerveau fonctionne, dont il se connecte, dont il apprend. Je vais vous dire quelques mots généraux là-dessus, avec peut-être des images qui vous apparaîtront. Et ensuite, Grégoire vous illustrera comment nos recherches sont beaucoup développées vers le monde de l'école précisément. Alors, vous devez savoir que ce cerveau, donc capable de lire, écrire, compter, penser, raisonner, respecter autrui, ce cerveau est composé de 86 milliards environ de neurones, 1 million de milliards de connexions, et que donc la combinatoire de toutes ces connexions neuronales est très très grande. Il a donc fallu au cours de l'histoire biologique et de l'histoire de l'humanité que le cerveau apprenne à utiliser des stratégies cognitives pour simplifier cette organisation cérébrale et surtout s'adapter au réel. Et on a ainsi pu découvrir qu'il y a deux grands types de connexions neuronales, de stratégies, certaines qui sont très rapides, qu'on appelle des heuristiques, des automatismes si vous voulez, qui fonctionnent très bien, très souvent, mais pas toujours. On utilise beaucoup d'heuristiques à l'école, et vous allez voir parfois inconsciemment, comme Grégoire vous le montrera. Ça permet à l'enfant de réussir souvent, mais ça conduit aussi l'enfant à se tromper. Et à l'opposé des heuristiques, d'autres connexions neuronales s'organisent de façon plus analytique, plus logique. Ce sont les algorithmes qui, eux, si l'enfant fait un effort cognitif, l'enfant jeune ou l'élève de collège par exemple, s'il applique cet algorithme, il sera capable de trouver la bonne solution. Mais les algorithmes étant plus lents, les heuristiques dans le cerveau passent toujours les premières. Et ce qu'on a découvert ici au laboratoire, c'est qu'il y a un troisième système que je crois vous verrez apparaître sur la diapositive, qui est le système d'inhibition. Inhibition au sens positif du terme. C'est-à-dire que pour être intelligent, pour apprendre à l'école, il faut quelquefois, même souvent, que l'enfant inhibe ses heuristiques, inhibe ses automatismes quand ils sont erronés, pour aller rechercher ailleurs dans leur cerveau l'algorithme qui correspond au concept, à la notion. Et pour cela, il faut développer une pédagogie du contrôle inhibiteur. Exercer cette capacité d'inhibition au sens positif du terme. On a aussi appelé ça au laboratoire la résistance cognitive. Résister à ses propres automatismes pour être intelligent. Et on peut entraîner cette résistance cognitive. Vous allez voir apparaître une diapositive. On a pu montrer à l'école, en faisant des apprentissages avec un pré-test, un apprentissage et un post-test, une situation expérimentale et une situation contrôle, comme on fait en sciences, que si on entraînait spécifiquement le processus d'inhibition, donc l'exercice du cortex préfrontal, on observait que des enfants en erreur allaient déclencher une plasticité dans leur cerveau de l'arrière, qui est souvent liée à des automatismes perceptifs très rapides, à l'avant, qui est le cortex de la logique et de la réflexion. Mais ça ne se fait pas spontanément. Il faut pour cela entraîner cette forme d'intelligence, qui est l'inhibition, la résistance cognitive à l'école. Ça implique que l'enfant doit s'arrêter, prendre le temps de réfléchir, ne pas répondre trop vite. Or, vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, tout va plus vite. Il y a des machines, des ordinateurs. La vitesse est souvent confondue avec l'intelligence. Quelquefois, c'est le cas, mais pas toujours. Et dans toutes les situations scolaires qu'à présent Grégoire va vous décrire, vous verrez que très souvent, en effet, la clé de l'apprentissage et la clé de la réussite, c'est ce processus d'inhibition qui est logé dans le cortex préfrontal, dont on a montré au laboratoire qu'on pouvait l'entraîner, ce qu'on ne fait pas ou très rarement à l'école, et dont on a aujourd'hui, Marie vous le présentera tout à l'heure, décliné les principes dans des coffrets pédagogiques, dans des manuels pour la classe, pour montrer comment cela se décline dans la séquence de la journée, de la semaine ou du programme au cours de l'année, avec Julien Gabard de l'Académie de Paris. On a aussi écrit, vous le savez, des livres pour enfants,
un question-réponse, mon cerveau, qui explique les principes que je viens de vous décrire, mais le mettre aussi dans le cadre beaucoup plus général des neurosciences, de l'histoire des neurosciences, depuis l'Antiquité jusqu'aux technologies actuelles d'IRM, donc d'imagerie par résonance magnétique, et le même pour les plus petits encore, en Kididoc, où vraiment vous avez, je n'ouvre qu'une page, le cerveau, toutes les régions du cerveau que je montrais tout à l'heure, que l'enfant peut ouvrir, découvrir, apprendre comment cela se passe. Et une page qui en fait deux, je m'arrête là. Là, vous reconnaissez Grégoire et moi-même dessinés, je ne sais pas si la caméra peut vous les montrer, et surtout l'enfant dans l'IRM. Et quand on tire cette petite tirette, appelle-t-on ça dans les livres pour enfants, chez Nathan également, on voit l'enfant qui entre dans l'IRM. Mais il faut savoir que c'est grâce à beaucoup d'expériences qu'on a réalisées avec des enfants volontaires, des professeurs des écoles et les parents qui étaient d'accord, bien évidemment, que l'on a pu mettre en place ces découvertes fondamentales sur comment le cerveau apprend et notamment comment il apprend par l'inhibition cognitive, ce qui est important en soi et pour l'école en particulier, ainsi que Grégoire, à qui je passe la parole, va l'expliquer. Oui, donc tout l'enjeu, c'est de vous montrer effectivement que tout ce dont on vient de parler, Olivier, ça prend une réalité en dehors du laboratoire. C'est vrai que c'est un peu un des enjeux du laboratoire, du LabCID et du partenariat qu'on a signé avec Nathan et Léa, c'est précisément de pouvoir consolider et renforcer ce lien entre la classe et le laboratoire. Avec Olivier Houdet, que j'ai eu à qui j'ai eu l'honneur de succéder à la direction du LabCID, on a toujours eu cette volonté de pouvoir justement avoir un dialogue horizontal entre la salle de classe et la recherche qui est en train de se faire dans un laboratoire de psychologie de développement et de neurosciences cognitives de l'éducation. Et tout l'enjeu, c'est effectivement, c'est ce qu'avait mis en place Olivier il y a plus de 15 ans dans le cadre des groupes formation-action au sein de l'Académie de Caen, c'était finalement de dire il faut entamer ce dialogue, il faut que les professeurs et les enseignants puissent s'acculturer finalement à la culture expérimentale de la recherche en laboratoire et que de la même manière, nous soyons acculturés à la réalité de vos classes parce que vous restez les experts de la pédagogie, mais nous sommes des experts du cerveau qui apprend et peut-être du dialogue qui peut naître entre nos deux communautés, on peut essayer de transformer notre système éducatif qui a des difficultés, vous le savez, notamment le poids des inégalités éducatives et le poids des inégalités sociales dans la réussite scolaire. Et donc, à travers ce mécanisme, finalement, qu'on a créé, qu'on a amplifié avec les Léa.fr, on a fait de la recherche fondamentale et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un certain nombre d'erreurs systématiques qui pouvaient s'expliquer dans les classes du fait d'une difficulté à résister à des automatismes, à inhiber finalement des automatismes qui sont construits au cours de la scolarité ou par l'observation de certaines régularités dans l'environnement. Alors, une des premières dont on peut parler, c'est la difficulté, par exemple, des enfants de maternelle et au début du CP de distinguer les lettres en miroir, B et D. Ça, c'est une heuristique dont a parlé Olivier, c'est une heuristique neuronale. Vous savez que l'acquisition de la lecture est un outil culturel. Quand nous naissons, nous ne naissons pas avec un cerveau lecteur, et c'est au cours de l'apprentissage de la lecture que progressivement, on va finalement coopter certains territoires neuronaux qui étaient spécialisés dans une fonction, ici la fonction de reconnaissance des objets, et donc qui ont une propriété qui est de généraliser en miroir. Et comme on coopte finalement, ou on va réinvestir des territoires neuronaux qui vont progressivement se spécialiser dans la reconnaissance des lettres et des mots écrits, néanmoins, ces territoires neuronaux continuent à avoir une propriété qui est la propriété de généraliser en miroir. Donc finalement, reconnaître et distinguer un B et un D, ce que ça demande à notre cerveau, c'est d'engager son cortex préfrontal pour pouvoir, au cas par cas, inhiber finement la généralisation en miroir pour pouvoir distinguer un B d'un D. Donc ça, c'est une des premières recherches qu'on a fait au laboratoire sur cette question-là. On a fait des recherches aussi sur la problématique de la comparaison des nombres rationnels. Ce qu'on a montré, c'est que typiquement, vous le savez, au cours de l'élémentaire, les enfants ont du mal à comparer 1,5 et 1,432. Ils considèrent que 1,432 est plus grand qu'1,5 parce qu'ils font un transfert négatif, c'est-à-dire qu'ils ont créé un automatisme au moment de l'acquisition et de la compétence de comparaison des nombres entiers. Alors vous leur enseignez qu'il faut comparer unité, unité, dizaine, dizaine, centaine, centaine, millier, millier, mais pendant ce temps-là, leur cerveau construit un certain nombre d'automatismes, et notamment l'automatisme qui marche très bien dans ce contexte-là, qui est plus il y a de chiffres dans un nombre, plus il est grand. Alors ça fonctionne très bien dans les nombres entiers, sauf que si on applique ça
au nombre décimaux, évidemment, on se trompe de façon systématique parce que si on considère que le plus grand des deux nombres est celui qui contient le plus de chiffres derrière la virgule, on va faire des erreurs systématiques. De la même manière, on a montré que dans le domaine de la comparaison des fractions, notamment les fractions qui ont des numérateurs communs, on a des erreurs systématiques parce que les enfants comparent les composants de la fraction. Ils vont considérer qu'un septième est plus grand et plus petit qu'un neuvième. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont comparer directement les numérateurs. Alors en fait, c'est une stratégie qui marche très bien quand les fractions ont des dénominateurs communs, mais qui marche très difficilement quand les fractions, enfin ne marche plus quand les fractions ont des numérateurs en commun. Et donc, typiquement ici aussi, c'est un automatisme qui se construit dans un contexte qui va venir interférer avec l'expression d'une compétence logique dans un autre contexte. Et tout l'enjeu ici, c'est peut-être d'avoir une réponse pédagogique différente pour ce type d'erreur. Et c'est ce que disait Olivier. Ici, ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est sur finalement d'où vient l'erreur. Et ici, l'erreur, elle ne vient pas d'un manque de compétences logiques, elle vient d'une difficulté particulière à inhiber, à résister à un automatisme dans ce contexte-là. Alors on a mis ça aussi en évidence dans la résolution des problèmes arithmétiques à contenus verbaux. Vous savez que c'est aussi une des acquisitions fondamentales en élémentaire. C'est typiquement Pierre a 10 billes, il en a 5 de plus que Paul. Combien Paul a-t-il de billes? Où les enfants, parce qu'ils entendent plus dans les notions du problème, vont faire une opération arithmétique congruente, c'est-à-dire qu'ils vont faire une addition, alors même que dans ce contexte-là, il faut faire une soustraction. Et ça, encore une fois, c'est un automatisme qui s'est construit au cours de la résolution d'autres types de problèmes, et typiquement dans la résolution des opérations arithmétiques simples. Effectivement, généralement, quand on entend plus, on pense à une addition, et quand on entend moins, on pense à une soustraction. Donc là aussi, ce qu'il faut apprendre finalement au cerveau de l'enfant, c'est à résister à cet automatisme pour pouvoir résoudre ce type de problème. Et puis on a montré, comme l'a dit Olivier, dans un certain nombre de problèmes, de raisonnement logique, la nécessité d'inhiber des biais de raisonnement. On a montré ça aussi dans le domaine de l'acquisition d'un certain nombre de principes régissant par exemple la flottabilité des objets ou le principe de vivant-non-vivant. Donc dans la flottabilité des objets, c'est typiquement les enfants qui considèrent qu'un gros objet va couler plus qu'un petit objet, négligeant ici les problèmes de masse volumique. Et puis on est aussi en train de travailler sur la problématique des fake news, et on montre que dans les fake news aussi, une des problématiques qui peut se poser, c'est ces problématiques de difficulté à inhiber ces biais de confirmation, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de croyances sur le monde, et on va prendre toute information comme vraie si elle vient renforcer ce type de croyance, et là aussi, il faut engager son cortex préfrontal pour pouvoir résister à ça. Donc tout ce qu'on a fait ensuite, à partir de ces premières recherches, c'est de se poser la question finalement, qu'est-ce qu'on peut construire de façon beaucoup plus large avec la communauté pour finalement essayer de se dire quelles pourraient être des interventions qui seraient susceptibles d'aider les élèves à dépasser ces erreurs systématiques dans ces apprentissages scolaires fondamentaux. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant 2 ans et demi, voire presque 3 ans avec Léa.fr, c'est de dire il faut que les profs et que les enseignants deviennent eux-mêmes des acteurs de cette recherche qui se construit sur le terrain. Et donc on a mené 2 grands projets. Un premier projet autour de évaluer de façon assez systématique, comme on pourrait le faire dans un laboratoire, l'effet d'entraîner cette résistance cognitive, cette inhibition des automatismes en classe par des petits jeux. Et on a utilisé une méthode dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, qui est la méthode d'un essai contrôlé aléatoire. C'est-à-dire qu'on a un groupe test, un groupe témoin, on a un pré-test et un post-test. Et ce qu'on essaye de comparer, c'est est-ce que dans le groupe témoin, dans le groupe test, pardon, le progrès cognitif est plus important que dans le groupe témoin. Et au cours, entre le pré-test et le post-test, les 2 groupes ont fait des entraînements un peu différents. Le groupe test s'était typiquement entraîné à résister à des automatismes, donc ils ont joué à des petits jeux aussi simples que ni oui ni non, 1, 2, 3 soleil. Tout ça, ce sont des jeux qui entraînent notre cerveau finalement à résister à des automatismes, soit de pensée, soit des automatismes moteurs. Et ce qu'on a observé effectivement, en colligeant finalement l'ensemble des données qui sont remontées de toutes les classes qui ont été volontaires pour jouer avec nous, c'est que effectivement jouer à ces tests-là pendant 6 semaines, ça a des effets positifs sur la capacité à contrôler des automatismes dans le cerveau de l'élève. Donc ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième aspect, ça a été de se dire, mais est-ce qu'on peut prendre une situation scolaire, donc typiquement la résolution de problèmes arithmétiques à contenus verbaux, et en utilisant la démarche expliquée par Olivier, c'est-à-dire en apprenant aux élèves à résister à l'automatisme, quand j'entends plus, je fais une addition, quand j'entends moins, je fais une soustraction, est-ce que ça fonctionne mieux que de simplement réexpliquer la règle logique à l'enfant? Et donc,
comme ce qu'on vous a expliqué dans la première expérience. On a fait un appel aux classes volontaires, ils se sont inscrits sur Léa, et dans chacune des classes, on a eu 2 groupes d'élèves, un groupe témoin et un groupe test. Le groupe témoin, on a fait une pédagogie assez classique qui consiste à réexpliquer la règle à l'enfant, la règle logique à utiliser dans ce type de résolution de problème. Et puis, dans le groupe test, on a utilisé une approche plus métacognitive, méta-exécutive, dans laquelle on a fait prendre conscience à l'élève du piège qu'il peut y avoir dans la résolution de ce type de problèmes arithmétiques à contenu verbaux et comment on peut apprendre à résister à notre cerveau à ce piège. Et puis on a regardé avant et après, et puis une semaine après, si les progrès cognitifs étaient plus importants dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle. Et c'est ce qu'on observe effectivement. On se rend compte que quand on apprend avec ce type de méthodologie, ça fonctionne mieux que quand on apprend avec une approche, je dirais, plus classique, dans laquelle on réexplique l'algorithme à utiliser dans ce contexte-là. Donc c'est ça l'enjeu finalement des nouvelles sciences de l'éducation, ce nouveau partenariat finalement entre un laboratoire de recherche de psycho du développement et la communauté pédagogique de façon large en utilisant les outils numériques Léa.fr, c'est précisément de faire de la science ouverte et participative dans lequel vous devenez finalement des acteurs du savoir qui se produit autour de la question de finalement quelles sont les meilleures approches pédagogiques pour amener les élèves à progresser dans certaines erreurs systématiques dans des apprentissages scolaires fondamentaux. Voilà, et donc je passe la parole à Marie qui va expliquer tout ce qu'on aimerait faire cette année. On est en attente de questions. En fait, voilà. Pourquoi la compréhension de consignes est-elle plus ou moins difficile suivant l'élève ? On répond là. Voilà, merci pour cette question. On va peut-être. Grégoire Raymond est substituable, c'est-à-dire qu'on peut répondre à l'une ou l'autre question, donc chaque fois l'un ou l'autre commencera et l'autre complétera. La compréhension de la consigne exige d'abord de la mémoriser dans ce qu'on appelle la mémoire de travail, la mémoire qui consiste à travailler pour résoudre une tâche ou répondre à un contrôle ou un examen. Donc il faut déjà maintenir la consigne en mémoire, ce qui n'est pas facile. Ensuite, surviennent dans cette même mémoire de travail, soit, comme on l'a dit, des heuristiques très rapides, c'est-à-dire un schéma de réponse très tentant, très rapide. Souvent, il faut l'appliquer, parce qu'en effet, il permet de répondre vite et bien. La difficulté, et ça c'est en effet très variable selon les élèves, est que quelquefois il faut s'arrêter, inhiber grâce au cortex préfrontal son heuristique de réponse trop rapide, tout en maintenant en mémoire la consigne de la tâche et activer l'algorithme correct. Et ça, Marie vous le montrera tout à l'heure, on l'a mis en scène par des personnages heuristiques, personnages algorithmes, personnages inhibition, en classe sur un poster. Et ce que Grégoire a expliqué à l'instant, le problème des arithmétique et énoncés verbaux, eh bien, l'enfant retient dans la consigne qu'il faut donner le résultat arithmétique, mais il a entendu plus. Donc, dans sa mémoire de travail, très rapidement, l'heuristique après plus additionne vient. Et la difficulté est de l'inhiber. Donc, les élèves, pour répondre à votre question, pourront avoir plusieurs types de difficultés. D'abord, ne pas maintenir en mémoire de travail la consigne, c'en est déjà une, mais ça ne suffit pas. Et beaucoup de théories de l'intelligence ont cru que l'intelligence, finalement, c'était cette mémoire de travail qui s'accroissait de façon linéaire au cours du développement. C'est plus compliqué que ça, parce qu'en mémoire de travail, une fois que vous avez retenu la consigne, il y a encore les stratégies qui peuvent rentrer en conflit, heuristique versus algorithme, et à ce moment-là, il faut développer le contrôle inhibiteur en mémoire de travail, ce qu'on a appelé capitaine inhibition pour le matérialiser par un personnage à l'école. Et ce capitaine inhibition, c'est lui qui fait un peu la loi en mémoire de travail, qui dit stop à certaines stratégies mentales avant de répondre et oui à d'autres. Et ce mécanisme de oui ou non, c'est-à-dire d'inhibition et d'activation, est au cœur du fonctionnement synaptique. Jean-Pierre Changeux, dans ce livre, il a fait l'introduction de ce beau livre « Le cerveau et les apprentissages », et Changeux a réexpliqué, grand neurobiologiste, fondateur des neurosciences en France, combien ce qu'on décrivait était au cœur du fonctionnement synaptique, qui sont toujours ces synapses parmi ces millions de milliards de connexions, inhibitrices ou activatrices. Et simplement, lorsqu'un enfant doit répondre à un problème, comme le problème arithmétique évoqué, toutes ces connexions viennent dans sa mémoire de travail, et outre qu'il doit retenir la consigne, il faut faire le tri. Et il y a aussi beaucoup d'enfants qui se trompent parce qu'ils ne sont pas capables de cette inhibition qui est très délicate et que l'on peut mettre en place, mais qui est difficile à mettre en place. Okay. Alors, deuxième question. Vous avez évoqué des activités pour inhiber. Pouvez-vous nous en décrire quelques-unes plus précisément ?
Marie, je pense que à toi l'honneur, parce que c'est toi qui as mené ce projet de recherche, donc tu es vraiment la mieux les informer sur toutes les activités qu'on a pu proposer. Alors, par exemple, on a utilisé l'activité Jacadi. Du coup, je vais vous décrire plus précisément en fait, ce qu'on faisait dans le groupe témoin et dans le groupe expérimental. En fait, dans le groupe témoin, on demandait aux élèves de faire des activités, mais à chaque fois, on commençait la demande d'activité par Jacadi, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun piège. Par contre, dans le groupe expérimental, dans le groupe où on voulait entraîner l'inhibition, cette fois, en fait, on faisait des pièges. Donc, parfois, la phrase commençait par Jacadi, donc les élèves devaient faire l'action, et parfois, la phrase ne commençait pas par Jacadi, et donc, cette fois-là, les enfants devaient inhiber leur envie de faire l'action. Et en fait, on se rend compte que c'est quelque chose d'assez fort. Quand on dit à un élève « saute », c'est assez fort pour lui de devoir inhiber de sauter, alors qu'en fait, habituellement, dès qu'on lui donne une action à faire, il doit la réaliser aussitôt. Il doit la réaliser sans avoir à l'inhiber. Donc, c'est plus ce processus-là. Et en fait, dans tout l'entraînement qu'on a proposé, toutes les activités, en fait, étaient construites à chaque fois de la même manière. C'est-à-dire qu'il y avait seulement un petit changement de consigne qui faisait que ça entraînait ou ça n'entraînait pas le contrôle inhibiteur. Alors, j'attends la prochaine question. À partir de quel âge peut-on entraîner cette capacité à résister ? On peut l'entraîner très tôt, et c'est justement tout l'enjeu des recherches qu'on mène au laboratoire, c'est de montrer qu'effectivement, ça devrait être fait dès l'entrée à la maternelle, et c'est aussi tout l'enjeu des différents coffrets qu'on a pu éditer, notamment qui permettent d'entraîner cette capacité dès la petite section de maternelle, ou justement le coffret qu'a pu écrire Marie avec Julien Garbag, qui a cet enjeu-là, de dire finalement c'est peut-être ce type de fonction exécutive. Alors exécutive, ça veut dire comme un exécutif, c'est-à-dire c'est une fonction qui va avoir un effet sur l'ensemble des autres fonctions cognitives. Donc on sent bien là effectivement le potentiel d'entraîner ce type de fonction de haut niveau dans le cerveau, parce que il est très probable, c'est pas qu'il est très probable, elles sont engagées dans tous les apprentissages scolaires fondamentaux. Et tout l'enjeu de la question qu'on pose au laboratoire, c'est de se dire peut-être que si on arrive à renforcer ces fonctions exécutives, notamment l'inhibition, on a peut-être là la clé de la réduction des inégalités sociales au moment où on rentre dans les apprentissages scolaires fondamentaux. Vous le savez comme nous que dès qu'on rentre au CP, les inégalités sociales s'expriment déjà, et que peut-être que l'enjeu de la maternelle, c'est précisément de développer ce type de fonction de haut niveau. Peut-être aussi la métacognition, on en a parlé, faire prendre conscience aux élèves des processus qu'ils utilisent dans les différentes tâches dans lesquelles ils sont engagés, avoir des connaissances sur leur cerveau. C'est vrai que c'est un peu un paradoxe. On parle très peu du cerveau aux enfants. Je vous rappelle que dans le programme, le cerveau est abordé à l'âge de 13 ans, alors que ce qu'ils entraînent tous les jours à l'école, c'est bien leur cerveau, et qu'avoir des connaissances sur le cerveau, on a montré que ça pouvait avoir des effets extrêmement puissants sur la réussite des élèves. Donc c'est un peu tout l'enjeu, c'est effectivement de se dire, ça peut être fait très tôt, mais ça peut être fait tout au long du cursus. Il ne faut pas s'arrêter en se disant, mais c'est quelque chose finalement, c'est d'une compétence du socle, on va le faire à la maternelle, et puis on ne va pas continuer au CP, CE1, CM1, CM2. C'est les fonctions exécutives, et l'inhibition en particulier, ça s'entraîne comme la lecture. Pour devenir un expert de l'inhibition, il faut s'entraîner pendant très longtemps. Au même titre que pour devenir un lecteur expert, il faut s'entraîner très longtemps. Et on voit bien qu'en tant qu'adulte, on peut continuer à faire des erreurs systématiques dans certains domaines. Alors on ne peut pas le faire ici parce que c'est un peu moins interactif, mais si je vous avais posé une question du type un étui et une tablette coûtent 240 €, la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, combien coûte l'étui ? La première réponse qui vous vient à l'esprit, c'est 40 €. Bon, ce n'est pas la bonne réponse c'est 20 €. Donc on voit que c'est un contexte extrêmement simple, c'est une résolution arithmétique finalement d'un problème arithmétique qui paraît très simple à l'énoncer, mais qui est en fait un peu plus complexe que ça, mais qui fait qu'en tant qu'adulte, on peut encore se tromper. Donc on a besoin tout au long de la vie d'entraîner ces capacités de notre cortex préfrontal. Allez-vous parler de stratégie dans le secondaire également ? Je pense que je vais répondre à la question. Encore un petit peu de patience. En fait, après la phase de questions, je vous présenterai 2 projets qu'on va mener cette année sur lea.fr et il y en aura un pour le secondaire. Et tu peux prendre par exemple l'exemple des fractions ?
Parce que Oui, dans le secondaire et au début du collège, on va apprendre, et vous savez, avec justement le plan Villani-Torossian, il y a l'idée que maintenant, en primaire, enfin dans l'élémentaire, on va simplement introduire les fractions qui ont des dénominateurs communs. Et donc, vous allez être très rapidement exposé à la problématique d'apprendre à vos élèves à résister à l'automatisme qui aura été surrenforcé au cours de l'élémentaire, qui est de comparer les composants de la fraction. Et tout l'enjeu, justement, au collège, ça va être d'apprendre à vos élèves à résister à l'automatisme de comparaison des composants de la fraction quand les fractions ont des numérateurs communs. Donc, vous alliez être exposé très rapidement. Après avoir travaillé sur la séquence 1 d'apprendre le cerveau à résister, donc la séquence 1, ça correspond à la partie sur comment fonctionne mon cerveau. Les élèves de CM1, CM2 ont bien compris l'importance de l'erreur dans leurs apprentissages. Toutefois, la peur de l'erreur persiste et inhibe certains enfants. Comment faire marche arrière? Alors, il y a des questions plus faciles que d'autres. Celle-là n'est pas facile. Bon, comme vous le savez, le temps n'est pas réversible et on ne peut pas faire marche arrière. En revanche, on peut reprendre une situation et la réanalyser. Alors, si l'enfant est inhibé au sens négatif, que vous dites, c'est-à-dire peur de faire l'erreur, c'est une autre forme d'inhibition et qui touche davantage aux émotions. Eh bien, à ce moment-là, il faut travailler sur l'émotion. On n'en a pas parlé, mais c'est implicite. L'inhibition dont on parle, des stratégies inadéquates, des automatismes erronés, elle est guidée dans le cerveau par des émotions. Il y a 3 émotions qu'on appelle contrefactuelles, justement qui vont contre, c'est bien l'inhibition qui va contre, le doute, le regret, l'anticipation du regret, il faut anticiper le regret pour inhiber, le regret de faire une erreur par exemple, et la curiosité, être curieux de répondre autrement. Comment un autre élève de la classe a répondu, ou bien comment moi-même je pourrais répondre ou j'ai répondu dans un autre contexte. Donc vous voyez, 3 émotions qui font sortir de la peur. On va plutôt douter, qui est une émotion plus cognitive, intellectuelle, regretter, anticiper le regret et être curieux. Et à partir de là, on va changer, on va vers des émotions plus positives, et ces émotions positives peuvent guider, et ça on l'a démontré dans le cerveau, peuvent guider l'inhibition. Elles ne suffisent pas, parce que parfois les enfants doutent, mais sont quand même incapables d'inhiber leur réponse impulsive, parce que c'est trop fort pour eux. Mais donc il faut les deux, il faut l'inhibition tout à la fin, et il faut avant une séquence d'émotions. Et dans le cas que vous évoquiez, comme c'est finalement une réaction très émotionnelle à l'erreur, il faut inverser la valence de l'émotion et la passer du négatif au positif et de telle sorte qu'elle guide l'inhibition. Et peut-être rappeler aussi aux enfants qu'on apprend par l'erreur. Donc évidemment, notre cerveau fait des erreurs parce que c'est tout à fait normal, parce qu'il fait des prédictions permanentes, notre cerveau. Il passe son temps à faire des prédictions. Quand j'écoute Olivier, je suis dans un contexte linguistique particulier, contexte sémantique, je me dis tiens, mon cerveau est en train de me dire, tiens, ça va être le prochain mot que Olivier va dire, et puis de temps en temps, je me trompe, je suis surpris. Et cette petite correction d'erreur, elle a lieu en permanence. Donc il faut effectivement peut-être aussi passer par, finalement, avoir une vision bienveillante de l'erreur. Justement, le fait que l'élève se trompe, que notre cerveau se trompe, c'est pas qu'il ne sait pas, c'est pas qu'il ne connaît pas. Souvent, il se trompe parce que justement, il utilise des automatismes, des heuristiques qui se sont construits et qui fonctionnent très bien dans d'autres contextes. Et c'est tout l'enjeu finalement de cette séquence, entraîner le cerveau à résister, c'est justement de faire prendre conscience de ça aux élèves. C'est de leur dire, l'erreur est fondamentale pour l'apprentissage, et l'erreur, ça ne veut pas dire que tu ne sais pas, que tu es pas suffisamment intelligent, mais finalement, elle peut s'expliquer très simplement par des automatismes qu'on a pu mettre en place. Et c'est vrai aussi chez l'adulte. Je pense que c'est très important de leur dire ça aussi. Que nous aussi, on passe notre temps, enfin, on passe pas notre temps, mais ça nous arrive de temps en temps de se tromper. Rarement. Rarement. Et une autre façon de l'expliquer, c'est aussi les illusions d'optique. On voit très bien qu'enfant comme adulte, et dans les livres pour enfants, par exemple, on a fait une double page sur les illusions, là l'enfant voit que son cerveau le trompe et que ce n'est pas grave, c'est presque obligé qu'il se trompe. Pour répondre aussi à la question précédente d'une façon complémentaire, l'héliocentrisme, c'est-à-dire le fait que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil dans notre univers. Eh bien, vous savez très bien que nous-mêmes, scientifiques informés comme les enfants, mais ils ont quand même tendance à voir l'inverse, le Soleil qui tourne autour de la Terre toute la journée. Donc l'heuristique
perceptive, c'est que c'est bien le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et on l'a cru pendant des siècles et des siècles, jusqu'à Copernic et Galilée, qui, grâce à la technologie, aux lunettes, au calcul, donc aux algorithmes, sont parvenus à démontrer que le géocentrisme est faux. Parce que quand on pense que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est que la Terre est au milieu, ce qu'on appelait le géocentrisme, c'est l'heuristique qui dominait depuis l'Antiquité. Et à la Renaissance, des savants ont dit on s'est tous trompés, tous les scientifiques, tous les adultes, l'Église aussi, et la religion catholique n'a réhabilité Galilée qu'à la fin du XXe siècle, donc a mis plusieurs siècles à inhiber dans ses positions officielles le géocentrisme, et pour activer l'héliocentrisme. Et cet exemple répond donc aussi à la question précédente. Ça vous montre comment dans l'apprentissage des sciences, par exemple, et là c'est les sciences de l'univers, ce que j'évoque, c'est normal de se tromper. Notre cerveau nous trompe presque par définition, d'où l'importance de l'inhibition dont on vous parle, qui nous permet d'aller contre nous-mêmes, contre nos pensées, et à tout moment, on doit inhiber l'impression du géocentrisme que l'on a, que l'on est au centre et qu'il faut activer. Et pareil pour la prise de parole. Là, je parle et je ne laisse pas parler Grégoire, donc je suis dans une heuristique égocentrée. À un moment donné, j'inhibe l'égocentrisme et j'écoute l'autre, je prends le point de vue de l'autre, ce qu'on appelle les théories de l'esprit. Donc c'est vrai pour la cognition, c'est vrai pour le respect d'autrui et c'est aussi vrai pour la connaissance de l'univers. Professeur, changer nos méthodes et savoir que nous allons dans le bon sens, c'est-à-dire ne pas mettre l'élève trop en facilité et pas non plus en surcharge cognitive. Trouver ce juste milieu. C'est finalement pas quelque chose de très nouveau, parce que quelque chose que vous maîtrisez bien en tant que professeur, c'est justement les approches socio-culturelles de l'enfant, Vygotsky. La zone proximale de développement, c'est exactement ça. C'est juste une autre façon de le dire. Mais j'essaie de trouver la bonne activité qui est suffisamment challengeante pour l'enfant, mais en même temps qui ne va pas entraîner de surcharge cognitive pour lui permettre de finalement donner la pleine mesure des connaissances et des compétences qu'il a, c'est tout l'enjeu. Et on voit bien d'ailleurs que c'est ça aussi l'articulation qu'on essaye de faire au laboratoire, c'est de montrer finalement que dans un certain nombre de pratiques pédagogiques, on avait déjà une intuition finalement pédagogique de ces questions-là. On voit bien d'ailleurs que dans certains contextes, l'enfant est capable de finalement exprimer une compétence et qu'on le met dans un autre contexte, la situation piège, qu'on utilise d'ailleurs en situation d'évaluation quasiment de façon systématique, on les met dans des situations où il faut apprendre à inhiber. Tout l'enjeu, c'est de ne pas se dire on n'utilise plus de situation piège. La situation piège, elle est évidemment importante parce que tout l'enjeu, c'est une façon justement d'entraîner son cerveau à résister. Et on a besoin de ça. Donc, ce qui s'applique pour l'élève s'applique évidemment nous, en tant que pédagogue. Alors, on n'a pas forcément notre casquette de pédagogue ici, mais quand on va enseigner à nos étudiants à l'université, on a aussi notre casquette de pédagogue. Et oui, il faut qu'on apprenne aussi à penser finalement parfois contre nos gestes pédagogiques intuitifs, qui peuvent parfois être, je dirais, pas forcément adaptés. Et puis d'autres fois, on a quand même des intuitions logiques et on se met parfois à utiliser spontanément les bonnes pratiques. Et tout l'enjeu de ce qu'on dit au laboratoire, c'est qu'il faut réussir finalement à coordonner ces deux niveaux de preuves. Les preuves de la pratique pédagogique, et les preuves finalement de la science. Et c'est l'enjeu de ce qu'on essaye de faire avec Léa.fr, c'est finalement d'apprendre à coordonner ces deux niveaux d'évidence, évidence de la pratique, évidence l'évidence de laboratoire et de la science. Alors, on va passer à la dernière question. La capacité à résister renvoie nécessairement à faire évoluer notre rapport à l'enseignement. L'offre de formation en établissement ne devrait-elle pas être étoffée ? De quel levier disposeriez-vous pour que ces approches soient prises en compte par le Conseil supérieur des programmes ? C'est une vaste question. Alors nous, on œuvre de façon très modeste, c'est-à-dire qu'on fait des livres pour le grand public. Celui-ci est pour la maison, mais aussi pour l'école, qui explique le cerveau, comme on l'a fait un peu ici avec quelques exemples. C'est une façon déjà de former les enfants eux-mêmes. Avec les connaissances qu'ils auront sur leur propre cerveau, ils sauront peut-être comment faire.
On fait également des ouvrages comme celui que je vous ai montré, un grand manuel avec 50 experts. Il y a notre théorie, mais aussi d'autres théories sur le cerveau et les apprentissages. C'est une façon d'introduire la formation continue à l'école. Et ce ne sont pas seulement des livres. Léa.fr les publie en partenariat avec nous, mais ce sont aussi des récits d'expériences, des déclencheurs de nouvelles expériences que vous pourrez faire. Et pour la question précédente, à laquelle Grégoire a très bien répondu, je vais vous ajouter quelque chose d'amusant, mais c'est ce que vous avez vous-même fait. Très souvent, quand nous allons dans les écoles, on présente ces livres, ces expériences, en disant, mais voilà ce qui se passe chez l'élève, dans le cerveau de l'élève. Et à un moment donné, les professeurs nous disent quelques-uns, comme votre question, mais en fait, ça vaut aussi pour nous. Nous aussi, on a des heuristiques pédagogiques. Nous aussi, on doit inhiber tous les jours nos automatismes dans la vie, mais en classe en particulier. Et c'est vrai, ce concept d'inhibition qu'on a développé au sens positif du terme est au cœur de la vie cognitive, culturelle, dans ce cas pour vous pédagogique, scientifique, et le concept est tellement central qu'il occupe une place centrale dans le cerveau, à l'avant, le cortex préfrontal, qui est le plus volumineux chez l'homme dans l'histoire de l'évolution biologique. Simplement, on oublie de bien l'éduquer, ou en tout cas, on n'éduque pas, au-delà de la simple mémoire de travail, de mémorisation, on n'éduque pas assez cette capacité d'inhibition qui précisément va écarter les distracteurs, écarter les interférences, et nous faire devenir des adultes, ou faire devenir les élèves des adultes résistants, au sens qu'on a évoqué de la résistance cognitive, résister à ses propres biais cognitifs, résister aux fake news, résister au pseudo-raisonnement, si on prend la question, par exemple, de l'endoctrinement, de la radicalisation chez les adolescents. Donc ça touche, on a essayé de vous le montrer, à plein de facettes différentes de ce qu'est la psychologie d'un enfant, que ce soit le développement cognitif, les apprentissages scolaires, mais aussi le développement social et en interaction avec le professeur, comme Grégoire l'a très bien rappelé, avec la référence à Vygotsky, parce que l'apprentissage que je vous décrivais au début, qui permet ce switching de l'arrière vers l'avant du cerveau, vers le cortex préfrontal, quand on parvient à réfléchir, à inhiber l'automatisme, c'est en effet une zone proximale de développement. Et juste pour répondre sur l'aspect plus institutionnel, sachez qu'on a quand même signé des conventions avec les 3 académies d'Île-de-France, Paris, Créteil, Versailles, dans lesquelles on est amené à intervenir au plan académique de formation. Alors, ce n'est pas le comité supérieur des programmes, on est d'accord, mais c'est une première façon, en tout cas, d'alerter, je dirais, la communauté éducative de façon large sur ces questions-là. On organise chaque année en Sorbonne la journée de la chaire neuroéducation et créativité, chaire Sorbonne neuroéducation et créativité, dans laquelle on invite les enseignants, mais aussi les corps d'inspection, aussi un millier de personnes. Voilà, les directeurs d'établissement à venir pour justement faire des grandes conférences sur ces questions-là et pour essayer de diffuser au maximum ces questions. Il y a aussi la réponse, je dirais, de production finalement de matériel pédagogique. C'est exactement ce qui a été fait avec notre partenariat avec Nathan sur ces 2 coffrets Entraîner le cerveau à résister, où là on produit de la ressource pédagogique qui s'inscrivent dans les programmes. C'est pour ça qu'on l'a écrit avec un conseiller pédagogique, parce que tout l'enjeu, c'était de dire comment on peut faire finalement à travers et autour du programme tout ce qu'on pense qu'il faudrait faire autour des apprentissages scolaires fondamentaux. Donc on essaye de le faire, on agit à différents niveaux, on essaie aussi d'agir par l'inspection générale, on essaye de, quand on ne peut pas rentrer par la porte, on rentre par la fenêtre, enfin on essaye vraiment, et on pense que finalement aussi notre grand pari, c'est de dire que ça peut aussi passer par du bottom-up, c'est-à-dire du terrain, et que ça pourra remonter d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on veut travailler directement, et ça c'est une particularité du laboratoire, directement avec les enseignants dans leur classe, parce qu'on pense réellement que si on transforme avec vous les pratiques pédagogiques, c'est là où finalement on aura un effet démultiplieur, plutôt que se dire on passe tout en haut, parce qu'on voit bien que ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Voilà, donc ce qu'on peut dire d'un point de vue institutionnel. Et ce que décrit Grégoire, ça veut dire que tout cet espace de réflexion qu'on a ouvert avec vous aujourd'hui, je pense que ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'on appelle votre liberté pédagogique. Et donc c'est votre façon de vous former, comme vous venez cet après-midi, de lire les livres que l'on a évoqués, de participer à l'expérimentation Apprendre à résister. Eh bien c'est votre innovation pédagogique, et qui n'est pas à côté ou en plus du programme, dans le temps de la journée, mais qui est au cœur du programme. Et je crois que pédagogue libre que vous êtes, vous pouvez intégrer les sciences cognitives qui vous plaisent, qui vous apportent une information, et le décliner par rapport au programme. Vous êtes finalement les premiers acteurs.
Alors, on vous remercie pour vos questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes aujourd'hui, mais on fera une sélection sur lea.fr et où on répondra à vos questions. Donc, ça sera disponible en même temps que le replay. Donc maintenant, à mon tour de vous présenter les groupes de travail qui vont avoir lieu cette année sur lea.fr. Tout d'abord, un groupe de travail, c'est en fait un endroit où on va pouvoir se retrouver sur Léa. Donc vous êtes un groupe d'enseignants qui vont travailler autour d'un même projet et vous allez avoir une équipe de pédagogues et de scientifiques à votre disposition qui vont vous former, sur la méthodologie expérimentale, donc comment devenir expérimentateur dans votre classe, comment mener l'expérimentation dans votre classe. Et il y aura également une formation plus scientifique, donc ce qu'on a fait aujourd'hui en fait partie, et vous aurez également des connaissances en plus qui seront plus spécifiques au projet auquel vous serez inscrit. Pour participer à ces projets, il suffit d'être inscrit sur Léa, donc sur lea.fr, c'est totalement gratuit et ça va être ouvert aux enseignants du primaire et du secondaire. Donc, le premier projet qu'on vous propose cette année, donc c'est pour les enseignants du primaire, et c'est en fait de tester le coffret Entraîner le cerveau à résister. Donc en fait, vous allez sur une première partie de l'année expliquer à vos élèves qu'est-ce que le cerveau, à quoi il sert, comment s'en servir pour mieux apprendre. Dans une seconde partie de l'année, vous utiliserez les jeux qui sont dans ce coffret pour entraîner le cerveau de vos élèves. Donc ça correspond à Jacadi, au ni oui ni non, donc qu'on vous expliquait tout à l'heure. Et il y a également des jeux de cartes, donc cartes qui sont dans ce coffret. Et il y aura également une troisième partie où vous pourrez faire des apprentissages spécifiques sur des notions qui mettent en difficulté vos élèves. Donc c'est ce que Grégoire vous présentait tout à l'heure sur les problèmes arithmétiques à contenu verbaux. Donc ça c'est pour le primaire. Et pour le secondaire, on vous propose de mener en classe un module d'apprendre à apprendre. Donc en fait où on va vous préparer des séquences pédagogiques à proposer à vos élèves. Donc il y aura qu'est-ce qu'un cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne et comment je peux l'utiliser pour mieux apprendre dans la classe. Donc en fait, ce sera vraiment prendre conscience de comment mon cerveau fonctionne pour mieux apprendre dans la classe. Donc, si vous êtes intéressé par ces projets ou que vous souhaitez vous y inscrire ou que vous souhaitez seulement les suivre de loin si vous ne pouvez pas les faire vous-même, je vous conseille de vous abonner, de vous inscrire sur lea.fr dès maintenant pour que vous puissiez suivre l'ensemble de ces projets. Si vous avez des questions, notamment sur ces projets, vous pouvez les poser dès maintenant sur lea.fr et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà pour cette année. Merci Marie. Est-ce qu'il y a encore une autre séquence, Marie, où on est au bout de la séquence ? Je voulais juste vous dire, je ne retrouve pas sur mon smartphone qu'un professeur de CM1, il est peut-être là, m'a écrit ce matin pour me dire qu'il avait appliqué le coffret, que ses élèves sont ravis et qu'il parvient vraiment à avoir établi un rythme autour de cela. Alors, si on a encore quelques minutes, pendant que mes collègues vont parler, je vais vous retrouver le message. C'est un témoignage tout à fait spontané, comme on en reçoit régulièrement, des courriers tous les jours. Mais c'était spontané, j'étais très, très heureux de ça. C'est tout le travail qu'a fait Marie et Julien Gabard de transformer nos notions scientifiques, testées déjà en école, mais à titre expérimental, en coffrets pédagogiques qui peuvent être déclinés en classe. Pouvez-vous expliquer le poster en arrière-plan, c'est-à-dire comment faire intervenir le fameux capitaine ? Est-ce que seule la vigilance y contribue ? Le poster à l'arrière, eh bien, on est parvenu, après beaucoup de travail, à traduire les concepts, 3 concepts clés, heuristique, algorithme, inhibition, en 3 personnages sur une course, parce que tout est question. Vous avez posé la question de savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un élève quand il doit répondre à une tâche. Mais c'est toujours une course contre le temps, entre le moment où la question lui est posée et le moment où il répond. Et entre les deux, justement, dans le cerveau, en mémoire de travail, il y a soit des heuristiques qui courent très vite, comme ce personnage qui s'appelle H, H pour heuristique, avec des grandes jambes, les jambes du H, et l'algorithme
grand A avec des petites pattes, les pattes du A, qui a la logique, les mesures, les connaissances, qui avancent plus lentement. Et le capitaine Inhibition observe calmement la scène, première séquence. Deuxième séquence, vous ne voyez peut-être pas, mais il a un point d'interrogation dans la tête. Le contrôle inhibiteur se demande s'il ne doit quand même pas intervenir. Et la troisième séquence, c'est le contrôle inhibiteur qui a appris à intervenir, qui bloque, je ne sais pas si vous avez un zoom, mais qui bloque l'heuristique, mauvaise réponse, et qui laisse à l'algorithme qu'a l'enfant en mémoire le temps de passer. Et donc, pour nous, c'est formidable, et pour les enfants aussi, ce que me disait ce professeur qui m'écrivait ce matin, avec le poster en classe, avec ce matériel, ils peuvent expliquer des concepts très scientifiques de façon extrêmement ludique et pédagogique. Et après, il suffira que vous soyez en classe en train de résoudre un problème, de tendre le doigt ou même de diriger le regard vers le poster. L'enfant fera l'analogie, le lien entre cette analyse cognitive d'une tâche et la tâche qu'il est en train de résoudre. Et il y aura un déclic, qu'on appelle un déclic métacognitif. Il va réfléchir à son fonctionnement et dire par exemple « stop ». Je m'arrête, je ne laisse pas passer l'heuristique et j'essaye de prendre quelques secondes ou quelques minutes de plus pour bien réfléchir et éviter le piège dans la question. Donc ça, c'est un support pédagogique qui est nouveau, tout à fait nouveau, et qu'on trouve, nous, formidable. J'espère que vous, les profs, vous en ferez aussi un usage qui vous rendra heureux. Et simplement, une partie de la question était sur la question de la vigilance. Donc c'est au-delà de la vigilance, parce que la vigilance, c'est finalement le doute. Et ce qu'on voit dans les séquences développementales, quand on essaie de les analyser un peu plus finement au laboratoire, c'est qu'il y a toute une première partie où l'enfant continue à faire des erreurs, mais néanmoins, il est peu confiant dans l'erreur qu'il produit. Et ça, c'est typiquement pour nous le reflet de la capacité que peut avoir l'enfant à un moment donné, justement à douter de sa réponse. Donc ce qu'on va essayer de faire quand on fait ce qu'a dit Marie, c'est-à-dire des entraînements un peu plus spécifiques sur un apprentissage scolaire particulier, c'est de faire deux choses. De les amener à être vigilants sur le doute qu'ils doivent exercer dans la réponse qu'ils produisent, première chose. On est au deuxième, c'est cette étape-là. Le fait que je puisse me questionner finalement, mais je n'ai pas encore réussi nécessairement à engager le cortex préfrontal pour bloquer l'heuristique, mais il y a une deuxième partie de l'apprentissage qui va au-delà de cette vigilance, qui est vraiment d'apprendre à bloquer l'heuristique, à inhiber, à résister à l'heuristique, parce que inhiber une heuristique, résister à l'heuristique, c'est dur, c'est difficile pour notre cortex préfrontal, ça demande beaucoup de ressources cognitives, c'est pour ça qu'il nous faut un peu plus de temps, finalement, pour engager ces ressources cognitives et résoudre le conflit entre l'heuristique et l'algorithme. Un petit mot en complément, pendant que Grégoire parlait, j'ai retrouvé, c'est un mail qui nous vient de Taïwan, donc du lycée français de Taipei. Et le monsieur nous dit, il est peut-être connecté, c'est ça aussi Léa.fr, on peut se connecter dans le monde entier, en francophonie notamment. Je voulais juste vous faire un retour après avoir commencé à utiliser la méthode « Entraîner mon cerveau à résister » dans ma classe de CM1 cette année. Les élèves sont ravis, ils s'approprient très bien le contenu. Je vous transmets quelques images, alors elles sont fantastiques, où ils ont découpé les petits personnages, ils ont fait des vignettes, des bandes dessinées avec des bulles, ce que pense Capitaine Inhibition, à quoi correspond l'heuristique dans tel problème. C'est vraiment ça dont on rêve, qu'on attend à ce que les professeurs découpent, reconstruisent, s'ils sont gentils, nous envoient des photos du matériel pédagogique. Et c'est ce qui manquait dans les classes. Dans les classes, vous avez des tableaux numériques qui renforcent l'heuristique longueur égale nombre. Vous avez aussi des algorithmes, l'alphabet par exemple. Mais on n'avait pas de poster sur ce processus clé du cerveau qu'est l'inhibition et la résistance cognitive pour qu'il y ait des citoyens de demain qui ont un cerveau solide, résistant face à toutes les interférences que le monde de l'information et de la technologie apporte au cerveau. Donc c'est une chance pour nous et une chance pour vous qu'on veut partager à faire ce projet sous l'égide de Léa.fr et de Marie en particulier. Et de Pascaline Citron, la directrice du département. Juste pour terminer, on a eu quelques questions qui étaient un petit peu plus techniques. Donc, cette année, on va tester les deux coffrets, donc le coffret non lecteur et le coffret lecteur, ainsi que l'expérimentation au collège. Pour s'inscrire, il suffit en fait de vous créer un compte gratuitement sur Léa.fr. Et donc, si vous souhaitez participer au prochain projet, soit vous restez attentif puisque toutes les semaines, vous recevrez une newsletter de Léa.fr qui vous informe des nouveaux projets qui arrivent, soit sur l'article sur lequel vous vous êtes inscrit à cette conférence, donc sur Léa.fr, vous dites que vous souhaitez vous inscrire au prochain projet et moi, je conserverai vos adresses mail et je vous recontacterai au moment du
du début de ces projets, sachant que les inscriptions pour les coffrets seront dès la semaine prochaine. Et pour le module Apprendre à apprendre, il faudra un petit peu attendre. Ça sera au mois de janvier qu'on lancera ce projet. Et une dernière question qui concernait le poster, qui demandait où est-ce qu'on pouvait avoir ce poster. Et donc ce poster fait partie des coffrets Entraîner le cerveau à résister. Voilà. Donc ils sont accessibles en librairie, sur le catalogue Nathan, etc. Exactement. On s'arrête là, Marie ? On s'arrête là. Merci à vous. Merci beaucoup. À toutes et à tous. Et puis à bientôt, on espère, sur les activités proposées par Léa.fr autour de entraîner le cerveau à résister et apprendre à apprendre. Au revoir. Au revoir.